Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste Azot, merci de la courte présentation et puis de l'invitation. Je suis très content de découvrir le centre que j'ignorais. La direction de la recherche, des études de l'évaluation des statistiques, c'est la direction de la statistique du ministère de la Santé, en fait. Donc, on s'occupe de toutes les statistiques sur la santé, mais aussi sur le travail et les solidarités. Moi, je suis un ancien infirmier, et donc ça peut donner une certaine coloration à certains de mes propos. Je suis pas du tout spécialiste de l'égalité, ou plutôt des inégalités hommes-femmes, mais c'est vrai que dans les données de l'épidémiologie psychiatrique, on est obligé de tenir compte du genre des individus, puisque vous allez voir, il y a énormément de données qui sont très genrées. Voilà. L'adresse, donc ma direction, anime aussi l'Observatoire national du suicide, où on s'occupe de tout ce qui est surveillance et amélioration des connaissances sur tous les comportements suicidaires. Et donc, il y a beaucoup de travaux dont je vais vous parler qui émanent de cette instance. Voilà, j'ai intitulé cette conférence, enfin cette intervention plutôt santé mentale des femmes que nous apprennent les données épidémiologiques, puisque j'exerce en tant qu'épidémiologiste, ce sera des approches très quantitatives et je vous demande de garder ça en tête. C'est toujours des moyennes et des grandes statistiques quantitatives. C'est pas des données plus fines ou qualitatives que peuvent nous apporter les travaux plus qualitatifs. Mes diapos ne passent plus. C'est pas le moment. Oups. Ouais, c'est bon. Elle passe chez vous aussi. Vous voyez mes Euh, diapos défiler. Ouais, oui, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Avant de rentrer dans les données pures, j'avais envie de donner enfin, une définition, surtout la définition de la santé mentale, puisque c'est pas quelque chose de forcément très consensuel et en tout cas très clair pour tout le monde. On voit que de plus en plus, la notion de santé mentale, le service de santé mentale, viennent remplacer les termes de psychiatrique, soins psychiatriques ou la psychiatrie. Donc on sait plus trop de quoi on parle. Certains entendent dans le terme de santé mentale en creux les termes de folie, de troubles, ou de troubles psychiatriques. Donc c'est une notion un peu mouvante. Et puis comme elle monte beaucoup dans l'agenda médiatique et politique, tout le monde peut y pousser un peu ce qu'il veut. Donc les travaux, quand on regarde un peu la littérature et qu'on voit cette espèce de remplacement de la notion, enfin des termes de psychiatrie par celle de santé mentale, on peut se questionner, on peut se demander si c'est pas c'est pas un changement de terme qui a accompagné un changement de paradigme. On a voulu peu à peu, au fil des 50, 60 dernières années, passer d'une psychiatrie asilaire, aliéniste, qui enferme, à une psychiatrie plus humaniste qui soigne notamment en dehors des murs de l'asile. Donc on a pu parfois utiliser le terme de santé mentale pour essayer de déconstruire un peu la psychiatrie telle qu'elle était construite. Donc ça a pu être une des raisons de l'émergence de cette notion de santé mentale pour changer un peu la discipline médicale qu'est la psychiatrie. Mais c'est aussi, il y a une autre raison, c'est celui un peu plus global de passer d'un modèle un peu binaire qui existait avant. Soit on est sain mentalement, soit on est malade psychiatrique ou malade mental, voire fou. Donc ça, c'était le modèle un peu à un continuum, un peu binaire. On a un diagnostic ou on n'en a pas. Maintenant, on passe dans un modèle un peu plus holistique, donc un peu plus englobant, avec au moins deux continuums. Il y en a qui parlent d'un troisième, mais au moins deux continuums. Donc un continuum, effectivement, présence ou non d'un diagnostic psychiatrique, donc présence ou non d'une maladie, d'un trouble. Avec un deuxième continuum qui est ce qu'on peut appeler la santé mentale positive. Donc, ce que ça renferme, ce double continuum, c'est qu'on peut être porteur d'une maladie psychiatrique, d'une schizophrénie, d'une bipolarité même, ou d'avoir des dépressions de façon récurrente, et pourtant présenter à un instant donné, une santé mentale plutôt positive. Et à l'inverse,
on peut ne pas être diagnostiqué comme porteur d'un trouble psychiatrique et avoir une santé mentale très dégradée, comme à la suite d'un deuil, à la suite d'un événement de vie un peu traumatique. La santé mentale peut être dégradée ou si on évolue dans un environnement professionnel particulièrement toxique ou enfin voilà, il y a des conditions qui peuvent dégrader notre santé mentale sans pour autant on ait un diagnostic de pathologie psychiatrique. Voilà, donc c'est le modèle à deux continuums. Euh, Sachant que derrière, bon, l'idée c'est que comme tout le monde a une santé, tout le monde a une santé mentale et qu'il ne peut pas y avoir de santé sans santé mentale, ça c'est les termes de l'OMS. Donc voilà, à partir du moment où on commence à s'intéresser à la santé, il faut toujours intégrer aussi cette notion de santé mentale qui concerne un peu tout le monde. La France conserve les deux termes, à la différence de certains autres pays qui ont choisi de tout basculer derrière le terme de santé mentale, mental health. En France, on garde quand même bien les deux termes de la psychiatrie, qui est la discipline médicale qui va s'occuper des personnes ayant des besoins de soins de santé mentale, et puis la santé mentale, qui est l'affaire de tous et qui concerne d'autres acteurs que la discipline médicale, les médecins et les paramédicaux et d'autres professionnels de santé que sont les psychologues notamment. Donc, on a d'autres acteurs qui interviennent sur la santé mentale, des acteurs de l'éducation, des acteurs de la sécurité, voilà, qui ont un rôle à jouer dans la santé mentale et sa préservation. Voilà. Il y a des tensions autour de ce terme et des polémiques, puisqu'il y a des approches plus individuelles de la santé mentale, il y a certaines dérives de la psychologie positive, du développement personnel, qui font reposer sur l'individu la responsabilité de sa santé mentale. On voit énormément de dérives dans le développement personnel, avec parfois des pseudosciences qui viennent un peu sur ce terrain-là et qui vont, par des injonctions sur l'individu, dire en creux que, on est tous responsables de notre santé mentale et c'est à nous, d'être un peu les artisans de notre bien-être et de notre bonheur. Il y a une partie de ça qui est vraie, il y a effectivement pas mal d'éléments de la psychologie qui peuvent nous permettre d'aller mieux au quotidien. Après, en creux, si toute la responsabilité de la santé mentale repose sur l'individu, c'est-à-dire que les gens qui vont mal, c'est de leur faute. Ce qui n'est pas toujours vrai, bien sûr. Il ne faut pas oublier et négliger la responsabilité collective autour des déterminants de la santé mentale. La richesse individuelle, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, le lien social, le fait d'être préservé d'événements traumatiques, tout ça, c'est des responsabilités collectives qui viennent déterminer le niveau de santé mentale d'une population. Donc voilà, il y a des tensions entre une approche plus sociale et une approche plus psychologique individuelle de cette notion de santé mentale. Voilà, on va pas refaire le débat, mais sachez que ça existe, on peut en discuter un peu après. En tant qu'épidémiologiste, pour mesurer la santé mentale, j'ai deux, trois grands types de sources, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est ceux qu'on mobilise beaucoup à l'adresse. Il y a les enquêtes en population générale. Donc, on fait passer des questionnaires à des échantillons le plus possible représentatifs de la population. Il y a aussi les données de recours aux soins, donc tous les données de la carte vitale. En gros, hein, derrière la carte vitale, on a une grande machine statistique qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui compile un peu toutes nos données de consommation de soins. Et ça, nous, on les utilise pour voir un peu ce qui se passe en termes de consommation de soins. Donc ça inclut que les soins remboursés par la sécurité sociale, puisque c'est les données de la carte vitale. Puis on regarde aussi beaucoup à l'Observatoire du suicide, forcément, la mortalité par suicide et son évolution. Et là, il y a des choses intéressantes en termes de genre. Euh, on parle d'un paradoxe de genre dans les comportements suicidaires dont je parlerai un peu plus tard. Je vais d'abord commencer par les données d'enquête. Un des premiers résultats, qui n'en est pas un, mais sachez-le quand même, c'est qu'il n'y a pas d'enquête d'épidémiologie psychiatrique pure, il n'y a pas d'enquête dédiée à la santé mentale en France. Alors, il y a eu une enquête en 2022 qui était dédiée au bien-être et à la santé mentale des enfants, donc on était contents, c'était déjà ça. Mais il n'y a pas une enquête, il n'y a pas de moyens qui sont donnés à l'épidémiologie psychiatrique pour surveiller de façon continue plusieurs éléments, de façon assez complète, la santé mentale de la population. Alors, il y a pas mal d'enquêtes en santé dans lesquelles on peut pousser des petits modules de santé mentale, mais, euh, mais voilà, j'ai pas d'enquête dédiée à la santé mentale, malheureusement.
Une des choses qu'on arrive à mesurer quand même de façon régulière grâce à ces enquêtes de santé, c'est les syndromes dépressifs, puisque la dépression est un des troubles mentaux les plus fréquents, et donc il est assez bien mesuré, et puis on le mesure de façon assez régulière. Donc à gauche de votre écran, vous voyez les taux de syndrome dépressif pour les hommes en bleu ciel et bleu foncé, et pour les femmes en orange saumon. Au fil des 10 dernières années, donc entre 2014 et 2022, on voit qu'il y a eu une petite remontée en 2020 et suivi d'un reflux jusqu'en 2022. On attend les données 2025. On voit aussi, sur la question du genre, que sur la dépression, il y a un hiatus assez marqué entre les hommes et les femmes, puisque les hommes, quelles que soient les années et les âges considérés, quasiment ont tout le temps des taux de syndrome dépressif en dessous de ceux des femmes. Là, je vous présente les données en évolution et puis aussi par classe d'âge. Vous voyez que la deuxième série, là, les 15-24 ans, euh, c'est ce qui nous a beaucoup, beaucoup préoccupé puisque si on prend l'année 2014, on voit que les 15-24 ans, alors il y avait déjà une différence assez forte entre les jeunes filles et les jeunes hommes, mais les jeunes filles et les jeunes hommes avaient des taux de syndrome dépressif inférieurs à la moyenne de la population. En termes un peu techniques, c'était un facteur de protection vis-à-vis de la dépression d'être jeune en 2014, donc on était plutôt protégé quand on avait moins de 25 ans à cette époque-là vis-à-vis de la dépression. On voit qu'en 2019, les taux de dépression des 15-24 ans, hommes comme femmes, rejoignent ceux de la moyenne, hein, la moyenne de la population, de l'ensemble de la population. À partir de 2020 et dans les années qui suivent, on voit que le fait d'avoir moins de 25 ans devient un facteur de risque puisque les taux de dépression sont beaucoup plus élevés chez les 15-24 ans que dans la moyenne de la population. Et c'est particulièrement marqué chez les 15-24 ans de sexe féminin. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Moi, je suis à la direction de la statistique depuis 2020, donc c'est un sujet, la santé mentale des jeunes et particulièrement des jeunes femmes, qui m'a beaucoup préoccupé et je risque de beaucoup vous en parler aujourd'hui. On a pu mesurer, là c'est des données qui datent de 2022, pardon, 2021. On a pu mesurer aussi les niveaux d'anxiété en population. On se rend compte que l'anxiété et la dépression sont des troubles qui fonctionnent très souvent ensemble, puisqu'on a quasiment on a plus de gens qui sont anxio-dépressifs, donc qui cumulent les deux syndromes, que de gens qui sont soit dépressifs seuls, soit anxieux seuls. Donc là, c'est les taux de personnes qui sont soit l'un, soit l'autre, soit les deux, euh, avec les hommes à gauche et les femmes à droite par classe d'âge. Donc, quelles que soient les classes d'âge, les femmes sont toujours plus concernées par les syndromes anxio-dépressifs. Et toujours avec ce groupe des femmes de 16 à 24 ans, puisqu'en 2021, on en avait une sur quatre, hein, on atteignait le quart, qui avait soit un syndrome dépressif, soit un syndrome anxieux, soit les deux en même temps. Désolé pour l'inventaire à la Prévert, mais en 2021, on a eu une fenêtre, comme la santé mentale montée à l'agenda, on a pu mesurer pas mal d'éléments de santé mentale dans la population, sur un échantillon assez grand, puisqu'il y avait 85 000 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et on en a profité pour mesurer la boulimie. Alors, c'est assez difficile par un questionnaire de savoir si une personne est boulimique ou pas, mais en tout cas, on a pu mesurer la prévalence, la proportion de la population qui est concernée par des comportements boulimiques. Donc, on appelle ça des accès d'hyperphagie boulimique, donc des gens qui disent que au cours des 3 derniers mois, plusieurs fois par semaine, ils n'arrivent pas à contrôler la quantité de nourriture ingérée. Voilà, et ça arrive plusieurs fois dans le mois. Et la partie en orange, c'est des gens qui ont ces accès d'hyperphagie où ils mangent vraiment trop d'un coup et qui en plus mettent en place des comportements compensatoires. Donc les comportements compensatoires, c'est souvent le vomissement. Ça peut être aussi des grandes périodes de jeûne ou du sport en excès pour voilà, compenser la prise de poids induite par l'accès d'hyperphagie boulimique. Voilà. Comme pour le reste, les femmes sont plus concernées puisqu'elles sont
un peu plus de, enfin, entre 4 et 5% en population générale à être concernés contre moins de 3% chez les hommes. Et vous voyez que là aussi, il y a une évolution au fil des âges. Donc, plus on est jeune, plus on est concerné, particulièrement donc chez les jeunes femmes. Autre élément de mesure, c'est le fait d'avoir songé à se suicider au cours des 12 derniers mois. C'est une question qu'on arrive à poser de façon assez régulière dans les enquêtes. Euh, c'est quelque chose qui a augmenté entre 2020, 21, enfin entre 2021 et 2022 plutôt en population générale. Un peu plus de 3% de la population nous dit oui, au cours des 12 derniers mois, j'ai songé à me suicider. Alors, c'est dans un contexte où il y a eu tout un débat autour de l'aide médicale à mourir. Donc, on ne sait pas si ça, c'est le reflet d'une vraie augmentation de la suicidalité de la population ou si c'est aussi un. Voilà, il y a eu des questions médiatiques autour de la santé mentale d'une part et puis autour de l'aide médicale à mourir, donc de l'euthanasie, du suicide assisté de l'autre, qui peut avoir, enfin, des éléments qui peuvent avoir induit finalement le fait que des gens aient songé à se suicider sans pour autant que ce soit sur un terrain de santé mentale dégradé. Ceci dit, on voit quand même que en 2022, on a plus de 8% des femmes de 18 à 24 ans qui nous répondent oui, une augmentation de plus de 2 points par rapport à 2021. Il n'y a pas de raison que ça augmente plus chez elles en lien avec le débat sur l'aide médicale à mourir. Donc, ça reste quand même une statistique un peu inquiétante et qu'on surveille de près et qui reflète une dégradation de la santé mentale des jeunes femmes, très certainement. Alors voilà, on peut prendre les troubles et les questions une par une, mais en fait, il faut savoir que très souvent, elles coexistent chez les individus. Là, c'est une espèce de fleur un peu morbide, là, cet ensemble de ronds, c'est d'un côté tous les gens qui sont concernés par un syndrome dépressif majeur, ou qui présentent des pensées suicidaires, ou des comportements boulimiques, ou une anxiété généralisée. Donc, quand on prend en population générale des gens qui sont concernés par l'un ou l'autre de ces problèmes, parce que très souvent ils coexistent chez un même individu, c'est ce qu'on appelle les comorbidités psychiatriques. 13% de la population tombe dans l'une et ou l'autre de ces cases, mais une proportion qui monte à plus de 20% chez les femmes de moins de 20 ans. Donc, une sur cinq est concernée par l'un et ou l'autre de ces problèmes en 2021. Mathématiquement, enfin mathématiquement, pas forcément, mais on voit du coup, des taux de recours aux soins qui sont aussi plus importants chez les femmes. Alors, des recours aux soins en général, mais recours aux soins de santé mentale aussi, avec une évolution à la hausse chez les femmes de 18 à 24 ans entre 2021 et 2022. Euh, un petit peu chez les jeunes hommes aussi. Ça a été pas mal porté par les recours aux psychologues. Alors, c'est des données qui datent d'avant l'ouverture partielle de la psychothérapie chez le psychologue libéral, enfin, ouverture au sens le remboursement, puisque maintenant, on peut être partiellement couvert pour une psychothérapie chez le psychologue libéral, ce qui n'était pas le cas avant 2022. Mais les données 2022 datent d'un petit peu avant l'entrée en vigueur de cette réforme. Donc, on pense que la hausse du recours n'est pas expliquée par ce dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy, mais, euh, mais tout de même, on voit une hausse des recours aux soins pour motifs psychologiques qui est fortement portée par des recours aux psychologues. Et on voit que chez les femmes de 18 à 24 ans, elles sont entre 15 et 20% à avoir recouru au cours de l'année écoulée. Alors, on dit souvent, et ça c'est un peu le cœur de la thématique d'aujourd'hui, on dit souvent que la clinique psychiatrique est très genrée, avec schématiquement des problématiques internalisées chez les femmes et des problématiques dites externalisées chez les hommes. Internalisées, ça veut dire que la souffrance est à l'intérieur,
Elle se manifeste sous forme de tristesse ou d'anxiété chez la femme, schématiquement, hein, en moyenne. C'est pour ça qu'on utilise le terme internalisé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas verbalisée, mais elle est interne puisque la souffrance est à l'intérieur sous forme d'angoisse ou de tristesse. Et chez les hommes, la détresse psychique va plutôt s'exprimer de façon externalisée, donc prendre un objet extérieur, de la violence, dirigée vers autrui ou parfois même sur soi, un produit, l'alcool principalement, mais il y en a d'autres, ou aussi des troubles du comportement, avec des comportements accidentogènes, donc des comportements un peu limites, des prises de risques. Voilà, la détresse psychique a des formes un peu genrées d'expression, avec voilà, cette souffrance reste à l'intérieur chez les femmes, schématiquement toujours, hein, et s'extériorise avec un produit, un objet chez, euh, chez les hommes. Et donc, les problématiques plus externalisées dont on peut parler, c'est les consommations toxiques qui, elles, restent plus élevées chez les hommes, quel que soit le produit considéré, à part peut-être la e-cigarette qui est un petit peu plus utilisée chez les jeunes femmes que chez les hommes, mais sinon, sur tout le reste des autres produits, on a toujours une plus grosse consommation. Là, c'est chez les jeunes, mais chez les adultes aussi. D'autres problématiques plus externalisées, dont je vous en parlais, c'est les comportements à risque. Donc là, si vous avez les chiffres d'hospitalisation pour accident à gauche chez les hommes et chez les femmes au cours de la vie. Le chiffre en abscisse en bas, horizontal, c'est l'âge des personnes hospitalisées et en ordonnée, donc en hauteur, vous avez le nombre d'hospitalisations en 2022 pour accident. Donc vous voyez que les hommes, et particulièrement les jeunes hommes, parce que vous voyez un pic à 18-20 ans, là, le pic vert, c'est les hospitalisations de jeunes hommes pour accident. Et à droite, c'est la même chose pour les hospitalisations suite à des agressions ou des violences. Donc on voit qu'en revanche, les comportements à risque, bon, ça s'observe aussi, je dirais, dans le sens commun, mais c'est aussi, on le vérifie en statistique, les comportements à risque sont plutôt des problématiques masculines. On a pu aussi poser des questions aux parents sur les enfants. Alors, on fait très attention quand on fait de l'épidémiologie pédopsychiatrique à pas coller des étiquettes diagnostiques, hein. Même en clinique, on évite de le faire, donc encore plus à partir d'auto-questionnaires, d'autant plus quand le questionnaire est passé par le parent. Mais là, on a pu faire passer ce questionnaire, le Strengths and Difficulty Questionnaire, le SDQ, qui mesure des difficultés psychosociales chez l'enfant, et on a pu donc évaluer certaines problématiques psychosociales chez les 3 à 17 ans à partir de questionnaires remplis par les parents. Voilà, ça c'est le questionnaire. Donc chez les 3 à 17 ans, on a pu repérer que un petit garçon sur 10, enfin un mineur garçon sur 10 aurait des problématiques psychosociales et 7% des filles plutôt. Voilà. Avec là aussi des problématiques chez le jeune garçon plutôt externalisées, puisque ça a des problématiques comportementales ou d'inattention, d'hyperactivité, et des problématiques plus émotionnelles chez les jeunes, chez les enfants-filles ou adolescentes. Voilà, là, c'est les grandes problématiques donc émotionnelles, comportementales, TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, relationnel, et puis on a un total de difficultés, puisqu'en fait, ce questionnaire, derrière, il y a un système de score, où à partir des réponses des parents, on score un peu les difficultés psychosociales auxquelles sont probablement, qui concernent probablement leurs enfants, et on peut, à partir de scores, repérer les enfants qui ont des scores anormalement hauts. Donc on voit que sur les problématiques émotionnelles, donc en jaune c'est les 15-17 ans, en orange c'est les 11-14 ans, en rouge c'est les 6-10 ans, et en rouge foncé c'est les 3 à 5 ans. On voit que les problématiques émotionnelles baissent au fil que les enfants garçons grandissent, alors que pour les filles, elles ont plutôt tendance à augmenter. Et on voit une part assez importante, près de 15% des filles de 15 à 17 ans avec des problématiques émotionnelles. Problématiques émotionnelles, ça renvoie à de l'anxiété ou de la dépression.
Pour les problématiques comportementales, on voit que ça concerne plutôt les plus petits, avec une évolution vraiment à la baisse au fil de l'enfance, euh, et des problématiques qui concernent principalement les petits garçons. Pareil pour les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, ça concerne principalement les petits et plus fortement les petits garçons. Les problématiques relationnelles, elles ont plutôt tendance à augmenter et concernent plutôt les ados garçons, plus de 15% des ados garçons. Voilà. Et donc, sur le total des difficultés, on voit que finalement, c'est plutôt les jeunes garçons qui présentent des scores de difficulté un peu élevés. Après, ça peut aussi être lié à l'outil qu'on utilise pour mesurer ces fameuses difficultés psychosociales. Autre source qu'on analyse beaucoup, donc c'est les données de la carte vitale. Et là, on a regardé, et on regarde toujours d'ailleurs tous les ans, l'évolution des hospitalisations pour gestes auto-infligés. Alors, ce qu'on entend par gestes auto-infligés, c'est principalement des tentatives de suicide. Mais dans le geste auto-infligé, ça inclut tentative de suicide et automutilation non suicidaire, sans qu'on puisse, avec les sources qui sont les nôtres, donc la carte vitale, hein, distinguer si la personne a été hospitalisée pour une tentative de suicide avec intention de mourir ou une automutilation non suicidaire. Euh, Ceci dit, on mesure les hospitalisations, pas en psychiatrie, puisque c'est assez mal codé en psychiatrie, même si on regarde quand même, mais on regarde les hospitalisations en médecine, chirurgie, enfin, en médecine, donc, quand je parle d'hospitalisation, je ne parle pas seulement de passage aux urgences, je parle d'une nuit passée à l'hôpital pour ce type de geste. Donc ça, c'est les hospitalisations pour gestes auto-infligés pendant 12 ans, puisque les courbes là sont au fil de la vie. Et les courbes les plus claires concernent les années les plus anciennes, donc 2012 et suivantes, et les courbes les plus foncées concernent 2024. Donc vous voyez qu'on a un pic des hospitalisations pour gestes auto-infligés chez les jeunes filles, parce que là on est chez les femmes, de 12 à 18 ans. Tout en haut, là, le pic au-dessus de 800, vous avez 800 jeunes filles en 2024 pour 100 000 hospitalisées pour un geste auto-infligé. Et vous voyez que si on a toujours eu ce pic au moment de 15 ans, il a toujours existé au fil des années, on a une augmentation très très importante, on peut même parler d'explosion des hospitalisations pour gestes auto-infligés chez la jeune fille. En revanche, on a un phénomène générationnel assez intéressant quand même à noter. On voit que en milieu de vie, entre 40 et 54 ans, en 2012 et même, on a des données qui remontent à l'an 2000 même, on avait un deuxième pic, une deuxième bosse du chameau d'hospitalisation pour tentative de suicide chez la femme d'âge mûr, 40-55 ans, qui disparaît au cours des 15 dernières années. Et on voit que finalement, il n'y a plus de pic d'hospitalisation autour de 40 à 50 ans chez les femmes. Euh, voilà. En revanche, on voit en revanche une explosion des hospitalisations chez l'adolescente. Ça, c'est la même chose chez les hommes. Donc voilà, quasiment pas grand-chose à dire. C'est sur la même échelle, hein, sur le côté, donc très très peu comparativement aux tentatives de suicide, les hommes font beaucoup moins. Avec quand même, on voit que ça remonte aux alentours des années 90, enfin des âges de 90 ans et plus. C'est petite remontée à la fin de la vie et on verra que ça se matérialise beaucoup sur les taux de suicide. Ça, c'est toujours les taux d'hospitalisation pour gestes auto-infligés selon le niveau de vie auquel appartiennent les femmes à gauche et puis les hommes à droite. On voit qu'il y a des inégalités sociales assez fortes puisque c'est les femmes qui appartiennent aux 25% les plus pauvres qui sont les plus hospitalisées, quel que soit l'âge de la vie. Et c'est pareil d'ailleurs chez les hommes. On a regardé l'évolution de ces hospitalisations pour gestes auto-infligés entre 2008 et 2022 donc là, c'est les femmes de moins de 25 ans. Parce qu'on voulait regarder si c'était tous les gestes qui étaient responsables de ces hospitalisations ou si c'était par exemple que les scarifications.
en se demandant peut-être que les scarifications sont mieux codées par les médecins à l'hôpital, peut-être que c'est ça qui fait que ça augmente. Eh bien non, même si on voit que les hospitalisations pour lésions avec objet tranchant, hein, c'est la partie verte, enfin bleu-vert tout en bas du graphique, ça augmente bien à partir de 2020. Enfin, ça augmente bien de façon continue, mais surtout entre 2020 et 2021. On voit que c'est aussi beaucoup les IMV, donc les intoxications médicamenteuses volontaires, donc les tentatives de suicide par médicamenteuse, qui augmentent beaucoup à partir de 2020 chez la jeune fille. Et quand on regarde aussi, on a essayé de regarder euh, qui était, enfin, quel type de jeune fille était enfin, était responsable de cette augmentation. Euh, on voit que l'augmentation concerne un peu tous les milieux. Enfin, ça augmente un peu moins dans les communes rurales que dans les communes urbaines. Mais bon, ça augmente quand même de 34% dans les communes rurales. Ça augmente chez les plus riches comme chez les plus pauvres. Alors, ça augmente un peu plus chez les plus riches, mais comme on partait de plus bas, bon, euh, les plus pauvres continuent d'être plus concernés par ces gestes-là, mais ça a un peu plus augmenté dans les villes les plus pauvres. On voit que la part de gestes qui font l'objet d'une hospitalisation en réanimation est la même, donc la gravité des tentatives de suicide sont globalement un peu la même. Tous les types d'établissements, que ce soit les CHU ou les centres hospitaliers, plutôt en région, sont concernés. Puis on n'a pas d'indice derrière de variation de pratique de codage qui serait responsable de ça. Donc on est certainement face à un phénomène vraiment épidémiologique, sociologique important d'une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes femmes. Alors on a fait des recherches enfin on essaye de chercher des explications. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les facteurs de risque de la dépression. Donc c'est les caractéristiques individuelles associées à de la dépression. Donc on voit que les hommes, quand on est à gauche de la barre centrale, quand la caractéristique est à gauche de la barre centrale, c'est-à-dire qu'on est plutôt protégé, et quand la caractéristique est à droite de la barre centrale, c'est-à-dire qu'on est plutôt à risque. Donc les hommes sont plutôt moins concernés par la dépression que les femmes, ça je vous l'ai déjà dit. Les jeunes, un peu plus concernés. Les personnes qui disent que financièrement ça va sont plutôt protégés, et ceux qui n'y arrivent pas sont plutôt à risque. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Les inégalités sociales vis-à-vis de la dépression sont assez fortes. Les personnes en couple sont plutôt protégées par rapport aux personnes seules ou les personnes vivant en ménage complexe ou les monoparents. Alors là, on avait trois questions sur le soutien social, c'est-à-dire est-ce que des gens s'intéressent à ce que vous faites? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'aide de vos voisins? Est-ce que vous avez beaucoup de proches sur lesquels compter quand quelque chose ne va pas? Ça, c'est des éléments, le soutien social, le niveau de lien social d'un individu, qui sont extrêmement corrélés à la santé mentale. On peut quasiment prédire le niveau de santé mentale en posant ces trois questions-là. C'est assez impressionnant d'un point de vue statistique. Et donc, bon, voilà, ça, c'est des questions qui mesurent le soutien social et qui montrent une très forte euh, protection du lien social sur la santé mentale. On a posé des questions sur l'orientation sexuelle et on voit qu'à toute autre chose égale par ailleurs, les personnes homo ou bisexuelles ont plus de risques d'être dépressives que les autres. Toutes les expériences de discrimination sont associées à de la dépression, donc le fait d'avoir été discriminé par rapport à son âge, le fait d'avoir été discriminé sur sa couleur de peau, religion ou origine, sur son sexe, sur son poids, etc. On a vu aussi que bon, la corpulence, les gens en insuffisance pondérale ou au contraire en obésité présentaient un peu plus de dépression que les autres. Et puis on a vu au fil des enquêtes que quand même le temps quotidien d'exposition aux écrans est légèrement associé au niveau de santé mentale, et la fréquence de consultation des réseaux sociaux est également associée à la dépression. Donc on s'est posé la question à quel point les jeunes femmes présentent plus de facteurs de risque de la dépression que le reste de la population. Et effectivement, les femmes âgées de 17 enfin de moins de 30 ans, de 17 à 29 ans, donc c'est la colonne de droite sur votre tableau, par rapport à la colonne de gauche qui présente l'ensemble des répondants. Elles n'ont pas un soutien social moins dégradé par rapport à l'ensemble de la population, même un petit peu meilleur. En revanche, elles se déclarent plus souvent
puisqu'elles étaient 8,5% à se déclarer homo ou bisexuelles, alors que c'est seulement 3,7% en population générale. Elles sont beaucoup plus soumises à des expériences de discrimination. Près de 1 sur 3 déclaraient avoir subi des discriminations. Et c'est beaucoup le cas sur le sexe, puisque ça concerne 4% de l'ensemble des répondants, alors que 17% des jeunes filles disent avoir été discriminées à cause de leur sexe. Mais c'est aussi vrai sur leur âge, sur leur couleur de peau, et même sur leur poids, leur handicap ou leur état de santé, puisqu'elles sont 6% à déclarer ce type de discrimination contre 3% en population générale. Elles sont un peu plus pauvres parce qu'elles sont un peu plus jeunes. On voit toujours une surreprésentation des jeunes parmi les niveaux de vie les plus bas. Elles s'exposent beaucoup plus aux écrans, hors travail ou études, hein. Elles sont 27% à déclarer passer plus de 6 heures par jour devant un écran contre 16% en population générale. Et surtout, et ça c'est assez genré, elles consultent beaucoup plus les réseaux sociaux que l'ensemble de la population. Elles sont 10% à consulter plus de 5 fois par heure un réseau social, contre 3% en population générale. Et 40% déclarent consulter 1 à 5 fois par heure un réseau social, contre 13% de la population générale. Et ça, c'est différent même avec les jeunes hommes qui consomment quand même un peu moins de réseaux sociaux que les jeunes filles. On a fait des modèles statistiques qui s'appellent des modèles de médiation pour voir en quoi le lien femmes de moins de 30 ans, syndrome dépressif. Donc on a vu qu'il y avait plus de syndrome dépressif chez les femmes de moins de 30 ans. Donc il y a un lien statistique et on peut, par des modèles dits de médiation, voir en quoi les différents facteurs de risque viennent expliquer ce lien. Et on a vu que les réseaux sociaux sont responsables de 25% du lien entre le fait d'être jeune femme et d'être déprimée. Les discriminations plutôt 17%, l'exposition aux écrans plutôt 11%, le fait d'appartenir plus souvent à une minorité sexuelle venait expliquer 5% du lien. C'est pas des pourcentages que vous pouvez additionner. Puisque il y a plein de femmes qui sont concernées et par des discriminations et par les réseaux sociaux, donc vous pouvez pas additionner ces pourcentages, mais ça vous donne quand même une idée de pourquoi il y a quand même plus de syndrome dépressif chez les femmes de moins de 30 ans. C'est notamment parce qu'elles sont beaucoup plus concernées par les facteurs de risque. Enfin, des choses qu'on mesure rarement, mais qui viennent beaucoup quand même expliquer les problématiques de santé mentale chez les jeunes femmes, mais chez les femmes en général, c'est les éléments qu'on va appeler biographiques, qui sont très durs à mesurer en enquête, mais qu'on peut faire de temps en temps. Et les éléments biographiques, ça va recouvrir notamment ce qu'on appelle les événements adverses ou les traumas, les événements de vie violents, l'exposition aux violences, alors juste des témoins de violence ou souvent des victimes de violence, donc ce qu'on va appeler les victimations. Là, cette étude montrait, c'est l'espèce de vague jaune là, que vous voyez, c'est la probabilité au cours de la vie pour une femme d'avoir fait une tentative de suicide quand elle a été violée ou qu'elle a subi une tentative de viol avant 11 ans. Et ce que ça dit, c'est à 50 ans, si une femme a été violée avant 11 ans ou qu'elle a subi une tentative de viol avant 11 ans, à 50 ans, il y a une chance sur 3 qu'elle ait fait une tentative de suicide. Donc ces éléments-là biographiques, d'événements de vie et de trauma sont extrêmement prédicteurs de la santé mentale à l'âge adulte, même beaucoup plus tard. Plus ils sont intervenus tôt dans la vie et plus ils marquent et ils impactent le parcours de vie des individus, avec des phénomènes de spirale un peu infernale j'ai subi une victimation, ma santé mentale se dégrade, comme ma santé mentale se dégrade, j'appartiens à une catégorie sociale dégradée puisque c'est très difficile de faire des brillantes études quand on a une mauvaise santé mentale. Donc, on, on est dans un milieu social plutôt défavorisé, donc on subit d'autres victimations et on rentre dans des espèces de spirales infernales de parcours de vie un peu cabossés comme ça, qui cumulent et les adversités et leurs conséquences qui sont une santé mentale dégradée et des survictimations. Rapidement, parce que l'heure file et je vais laisser de la place aux échanges, juste la mortalité par suicide, il y a des éléments importants en termes de genre. Pour le coup, c'est les hommes qui sont plus concernés. Là, c'est l'évolution des taux de suicide. Les femmes il y a à peu près 6 suicides de femmes pour 100 000 femmes, à peu près en France depuis plusieurs années. On est plutôt à 20-21 chez les hommes. Donc, on a sur, sur 4 suicides, il y en a 3, c'est des hommes.
retenez ce différence de sexe, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du genre. On a beaucoup plus de tentatives de suicide féminines et beaucoup plus de suicides masculins en suicidologie. C'est le paradoxe du genre. Là, c'est les taux de suicide par classe d'âge et sexe. Et on voit que donc, pour le coup, les jeunes femmes, les femmes de moins de 25 ans sont les plus protégées. Leur taux de suicide est le plus bas de tout le panorama démographique. En revanche, c'est chez les hommes de plus de 75 ans que les taux de suicide explosent. Euh, les hommes âgés sont ceux les plus concernés par les suicides. On a quand même regardé l'évolution des taux de suicide chez les jeunes femmes parce que ça a beau être la catégorie de la population qui se suicide le moins, on a quand même voulu regarder si la hausse des tentatives de suicide était quand même suivie d'effets sur les taux de suicide. Et on voit quand même une évolution à la hausse des taux de suicide des femmes de moins de 25 ans. Mais bon, il y a 9000 suicides en gros par an. Les jeunes femmes, c'est 100 suicides par an. Donc quand ça passe de 60 à 120, ça double. Mais ça concerne quand même très très peu d'individus, fort heureusement. Ceci dit, on ne peut pas négliger qu'il y a eu une augmentation depuis 2015 des taux de suicide chez les jeunes femmes. Là, c'était rapidement pour vous montrer que la problématique du suicide, même si quand on rapporte aux individus vivants, on a l'impression que c'est une problématique qui concerne beaucoup les hommes âgés, ce qui est vrai. Quand on rapporte au nombre de décès d'une classe d'âge, comme les jeunes meurent de très peu de choses, la mortalité par suicide représente pas loin de 20% des suicides chez les 25-34 ans, ce qui fait souvent dire que la mortalité par suicide est là, parfois première, parfois deuxième cause de mortalité chez les jeunes, derrière l'accidentologie. Et je vous ai mis là la part de la mortalité attribuable au cancer pour, euh, pour élément de comparaison. Ça, c'est quand on regarde les taux de suicide par sexe et selon le niveau de vie. En bas, le D1, c'est les 10% les plus pauvres et le D10, c'est les 10% les plus riches d'entre nous. On voit que la mortalité par suicide, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, suit une inégalité, enfin un gradient social assez marqué. Là, c'est les taux de suicide selon le lieu de naissance des individus. Chez les hommes comme chez les femmes, l'Ouest, particulièrement la Bretagne et la Normandie, sont concernés par des taux de suicide assez élevés. Ça, c'est le lieu de naissance. Et on voit que les femmes, comme les hommes nés à l'étranger, particulièrement en Afrique subsaharienne et au Maghreb, les femmes nées en Afrique subsaharienne et au Maghreb ont des taux de suicide très significativement diminués par rapport au reste de la population vivant en France. Un autre hiatus entre les hommes et les femmes, quand on regarde les taux de suicide par catégorie socio-professionnelle. Donc là, c'est les taux de suicide des hommes chez les agriculteurs, les commerçants, les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. On voit que chez les hommes, les agriculteurs et les ouvriers ont des taux plutôt élevés par rapport à la moyenne, et les cadres et professions intellectuelles sont plutôt protégés. C'est un résultat qu'on retrouve pas du tout chez les femmes, voire même on a un résultat un peu contre-intuitif, où chez les femmes, c'est plutôt les cadres et les professions intellectuelles qui ont des risques de suicide surélevés par rapport à la moyenne. Et ça, c'est un résultat assez contre-intuitif qu'on explique assez mal. Juste là, rapidement, c'est les taux de suicide selon la présence d'un trouble psychiatrique ou pas. Et on voit que chez les hommes comme chez les femmes, la présence de troubles psychiatriques, notamment les addictions, mais aussi la bipolarité, euh, entraîne des multiplications par 100 des taux de suicide. C'est quelque chose d'assez connu en clinique, mais on le vérifie aussi dans nos données statistiques. Voilà, désolé, on n'a plus que 11 minutes pour échanger. C'était ce que je pouvais dire sur nos données sur la santé mentale des femmes et un petit peu des hommes aussi. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de vos propos. J'enchaîne tout de suite du coup avec les questions qui ont pu être posées. Euh, la première, elle concerne les conduites à risque, avec une question, est-ce que il y a une tendance à ce que les conduites à risque sont de moins en moins importantes au profit, fait, entre guillemets, d'épisodes anxieux, c'est-à-dire peut-être moins de conduites à risque qu'auparavant, notamment pour les jeunes hommes, et finalement plus d'épisodes et de troubles d'anxiété.
Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez et qui aurait une explication? On ne voit pas de baisse des conduites à risque, mais on ne voit pas de hausse non plus. En fait, on s'est demandé, quand on a vu les tendances un peu inquiétantes chez la jeune femme, on a essayé de faire une recherche de pendant masculin, c'est-à-dire est-ce que, il y a la même chose chez les hommes, mais exprimé différemment. Et on ne voit pas de hausse de l'accidentologie, on ne voit pas de hausse des violences. Non, on ne voit pas de hausse des conduites à risque. En revanche, sur les dernières années, là, depuis 2021-22, on voit quand même que les chiffres des tentatives de suicide et syndrome dépressif chez le jeune homme tendent également à monter, mais ils restent 4 fois inférieurs à ceux des femmes de la même tranche d'âge. Mais on voit une évolution quand même à la hausse chez eux, comme s'ils ils suivaient quand même, s'il y avait un effet générationnel qui finissait quand même par impacter aussi les jeunes garçons, mais de façon beaucoup moins marquante que chez les femmes. Merci. Une question sur le TDAH et les troubles du spectre autistique qui seraient peut-être moins diagnostiqués chez les filles que chez les garçons. Alors, je connais pas les données là-dessus, donc je vous soumets la question. Et puis, est-ce que ça peut s'expliquer aussi par une suradaptation des jeunes filles qui seraient, du coup, qui ferait qu'elles sont moins diagnostiquées? Mm. Alors, je connais j'ai entendu parler de ces débats. On peut pas répondre à ces questions-là avec les données qui sont les miennes, mais effectivement, c'est souvent dit dans les conseils scientifiques, les cliniciens notent quand même que les garçons dérangeants, notamment parce qu'ils expriment de façon plus dérangeante et avec des comportements d'opposition notamment, donc ils vont plus gêner un enseignant ou un parent et inquiéter qu'une jeune fille silencieuse qui va du coup moins déranger et du coup qu'on risque de sous-diagnostiquer. Et ça, c'est quelque chose de connu. C'est des moyennes, hein, parce il y a des petits garçons qui font la plante verte au fond de la classe qu'on repère pas et qui en fait sont plus en souffrance qu'une petite fille un peu agitée qui va déranger la tenue du cours. Mais en moyenne, ça va plutôt concerner le jeune garçon, l'agitation et le côté renfermé dans son coin. Donc moins dérangeant, donc moins sujet au diagnostic et au repérage. Ça va plutôt être la jeune fille. Merci. Une interrogation aussi, vous avez montré que dans les situations de violence sexuelle, notamment des moins de 11 ans, avaient une incidence très forte sur le taux de suicide et j'imagine le mal-être. Voilà. Est-ce que vous avez pu mesurer ça sur d'autres thèmes que les violences sexuelles? On a un petit peu entendu sur les discriminations, mais je ne sais pas ce que vous entendez par discrimination, et je pense notamment aussi aux violences conjugales, simplement. Je sais pas si c'est des choses que vous avez interrogées ou pas. On est en train de le faire. Globalement, tout type de violence, tout type de victimation est associé à une détresse psychologique à court, moyen et long terme. Euh, Statistiquement, il y a plein de gens qui s'en remettent et aussi mécaniquement, on se rend bien compte qu'une violence, plus elle est forte, plus elle est impactante et plus elle intervient tôt dans l'existence, plus elle est impactante aussi. Plus elle aura des conséquences délétères à long terme. Donc on voit bien les atteintes aux biens, un cambriolage ou le vol d'un vélo, d'une moto, on voit pas de taux derrière de dépression différent, même à N-1. En revanche, même à N+1. En revanche, tout ce qui est violence physique, on voit que quasiment tous les indicateurs derrière de santé mentale qu'on peut mesurer sont dégradés. Tentative de suicide, pensée suicidaire, Mhm. dépression, alcoolisation. Et alors les violences sexuelles, c'est le maximum. En termes de dégradation sur la santé mentale, On- qu'elle soit à N+1 ou en vie entière. Et Ça, puis, c'est des données qu'on est en train de répliquer, enfin, c'est des études qu'on est en train de conduire là pour vraiment poser des éléments clairs sur le lien entre victimation et santé mentale et alerter.
la décision publique bah, c'est un peu un scandale sanitaire, quelque part. Et du coup, je me permets un commentaire aussi. On a reçu Justine Césari il y a 15 jours sur la question des caractéristiques psychiques des femmes victimes de violences conjugales. Et dans le parcours, on voit que les femmes qui ont subi des incestes ont des taux, enfin, très souvent, enfin, il y a une chance plus importante qu'elles soient victimes de violences conjugales par la suite, parce que les process d'attachement et de mentalisation aussi ont été altérés. Une autre question sur le taux plus élevé chez les cadres femmes que vous avez présenté en disant on n'a pas vraiment d'explication parce que c'est un peu. Mm. Est-ce que quand même il y a des pistes que vous pourriez nous livrer? Bah, la sociologie parle de script de genre et on voit quand même dans les données sur le suicide que la réussite, les marqueurs de réussite sociaux, de réussite sociale, pardon, les marqueurs de réussite sociale que sont le diplôme et la catégorie socio-professionnelle protègent beaucoup les hommes qui vont beaucoup s'attacher, ils vont D'accord. donner dans leur script de genre beaucoup d'importance à ça et que les marqueurs de réussite, entre guillemets, familiaux, le couple avec enfants, va protéger globalement les hommes et les femmes, mais la présence d'enfants, notamment le couple avec enfants, est très protecteur chez la femme, alors que chez l'homme, par exemple, c'est avec juste le fait d'être en couple. Et même, ça protège un peu moins les hommes que les femmes. Donc voilà, le script de genre couple avec enfant va être très protecteur pour la femme et le script réussite sociale va être plutôt protecteur chez les hommes. Et en fait, les femmes cadres ou plutôt bien diplômées ont certainement moins d'éléments de protection, de facteurs de protection familiaux, parce qu'il y a peut-être eu un sacrifice qui a été fait à un moment. Et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué, mais statistiquement, quand on tient compte de la structure du foyer, ce taux de suicide surélevé pour les cadres ne tient plus. Donc ça voudrait dire qu'en fait, les cadres, elles ont peut-être sacrifié à un moment des éléments de protection familiaux et que du coup, ils ne jouent plus et qu'elles sont plus concernées par les suicides. Mais voilà, c'est des pistes. Je suis pas, c'est une hypothèse que je vous donne là, c'est pas une explication. C'est important de le dire. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, Peut-être on aussi comprend que que les c'est encore femmes au cadres stade d'hypothèse. ont adopté aussi des scripts de genre plus masculins et donc peut-être dans leur passage à l'acte choisissent peut-être des. Parce qu'il y a le mode opératoire. Les hommes choisissent beaucoup plus souvent des modes opératoires beaucoup plus violents, armes à feu, pendaison, et les femmes des modes opératoires plus doux, entre guillemets, les médicaments. Peut-être que les femmes cadres utilisent de par leur parcours, empruntent un peu plus au script typique des hommes et prennent peut-être des modes plus violents. Mais ça, je ne l'ai pas encore vérifié. Donc, c'est qu'une hypothèse, encore une fois. D'accord. Est-ce qu'il y a un impact de la séparation des parents sur la santé mentale des enfants? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mesuré? On l'a pas mesuré, mais la littérature l'a beaucoup fait, la littérature scientifique. Donc, on voit des études assez intéressantes qui montrent qu'en fait, c'est pas tant la séparation. La séparation a l'air de jouer, mais c'est surtout le conflit parental, l'exposition au conflit des parents, avec cette gradation, parents ensemble sans conflit, santé mentale, on va dire maximum, très schématique. Parents séparés sans conflit, santé mentale un peu dégradée. Parents ensemble mais en conflit. Enfin, disons que les parents ensemble et en conflit sont associés à une santé mentale moins bonne chez l'enfant que des parents séparés mais sans conflit. Voilà, en gros. Et alors le pire, bah, c'est d'avoir des parents séparés en conflit. Donc il y a bien un impact quand même de la séparation des parents sur la santé mentale des enfants, mais ce qui est le plus néfaste, c'est plutôt le conflit parental. Et ce que vous appelez, pardon, parce que nous, on parle beaucoup de ce que vous appelez conflit, ça peut intégrer les violences conjugales, on est d'accord. C'est peut-être un peu plus large que les violences conjugales, mais Bah, dispute, cris et violence au maximum, ouais. Mm. merci. Je vois
je vois pas d'autres questions. Peut-être alors s'il y a une question qui arrive, je vais la poser. Et après, je propose aux personnes qui le souhaitent, peut-être simplement de lever la main pour que j'ouvre leur micro et la caméra s'il y avait encore une ou deux questions qui voulaient être posées de vive voix. Du coup, la question, c'est est-ce que vous avez des données sur les comportements à risque dans la sphère professionnelle? Alors, on peut en trouver. Là, j'en ai pas là comme ça à vous donner. Il y a beaucoup quand même de suicides qui interviennent après la retraite. Voilà, rappelez-vous, les taux de suicide sont plutôt, ils concernent vraiment plutôt les personnes âgées. Ceci dit, il y a des suicides et des addictions dans le cadre professionnel. Je peux vous trouver ces données-là, elles existent, mais je peux pas vous les donner là en direct. Je les ai pas en tête. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un courriel, Valérie Géry, pour que je vous réponde plus précisément. Pendant qu'on est, je vois pas de main levée, donc je me permets de vous redire de le faire si vous avez envie de poser une question de vive voix, sinon on clôturera avant ça, mais peut-être avant, est-ce que les données que vous nous avez présentées là, est-ce que je pourrais les mettre en ligne? Généralement, elles me sont demandées, et puisqu'il y a aussi peut-être quelques références d'études qui sont publiques, que vous pourriez nous adresser après s'il y a des personnes qui veulent peut-être aller un peu plus loin ou simplement retrouver les données que vous avez présentées. Oui, bien sûr. On partagera le diaporama et je vous donnerai les liens vers toutes les études. Toutes les données que je vous ai données sont publiques et publiées, donc accessibles. Merci. Je, je vais passer la parole à la commission du Césaire qui est avec nous. Je ne sais pas si on vous entend. Je vois la main levée, mais pour l'instant, votre micro est encore coupé. Normalement, vous pouvez l'ouvrir. Entendez? Ouais, oui, Oui, mais pardon. pas très fort. Bah, Ouais, si vous pouvez parler plus fort. pas de souci, je vais essayer de parler dans le micro et bien monter la voix. Là, c'est parfait. Bon, ma question, c'est vrai Merci. que, bah, elle rejoignait la dernière, donc vous n'avez pas forcément pouvoir y répondre, mais à la base, c'était en effet une question aussi s'il y avait des milieux professionnels qui étaient plus touchés, parce que nous, pardon, je me présente Nadem Benrama, je représente le CRAGEP, donc le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire au Césaire, du coup, dans la commission de quête de vie société dont je fais partie. Et c'est vrai que nous, il y avait aussi pas mal d'organisations de jeunesse et notamment des organisations étudiantes qui faisaient remonter des dégradations de santé mentale, notamment dans les milieux de la santé, justement, auprès des étudiants de santé. Donc, je ne sais pas si vous aviez en effet, dans les chiffres que vous pourrez peut-être nous faire parvenir par la suite, des éléments par rapport à ça. Et j'ai peut-être aussi, malgré tout, une question qui appellerait peut-être pas forcément de réponse parce qu'elle s'éloigne un peu des données et des chiffres. Mais c'est vrai que votre présentation, pour moi, fait écho énormément aussi au rapport annuel sur l'état du sexisme en France qui a été fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et qui faisait justement état d'une porosité de plus en plus préoccupante entre le sexisme hostile, enfin les dynamiques de sexisme hostile et aussi la radicalisation pardon, masculiniste avec ce courant voilà, qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus militant et beaucoup plus même parfois organisé, financé. Et c'est vrai que je m'interroge de voir une augmentation de ces chiffres, de cette santé mentale qui se dégrade chez les jeunes, entre autres, alors que de plus en plus, on a aussi des logiques. La santé mentale, par exemple, avait été le grand sujet national de 2025 et le grand sujet aussi national 2026. Il y a de plus en plus d'éléments, on le voit dans notre étude autour du centre Émilie Mottet, il y a de plus en plus aussi de formation sur tout ce qui est les luttes contre les discriminations à la fois sexistes, sexuelles, les violences faites aux femmes, des temps de sensibilisation qui essaient aussi d'être mis en place, notamment avec en plus des associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais de santé publique également auprès des plus jeunes. Et malgré tout, une augmentation que je trouve pour moi très significative dans les données que vous avez pu nous donner sur justement les comportements discriminants liés au sexe. Donc Mm. c'est vrai que je m'interroge énormément sur ce décalage aujourd'hui entre des volontés politiques qui semblent quand même vouloir afficher une amélioration de la santé, de la santé mentale et des situations autour du sexisme en France, et en parallèle de ça, des chiffres qui du coup ne font pas du tout transparaître euh, ces éléments-là et qui au contraire mettent en lumière pour moi une réalité qui est euh, de plus en plus dure et de plus en plus peut-être néfaste pour notre société. Donc voilà, je suis désolé peut-être de vous Merci. poser une colle, mais c'est vraiment une question que je me pose. Comment on explique ça?
Merci pour la question, Monsieur Azo, si vous avez... Oui, c'est des choses qu'on regarde. Alors, bon, déjà, oui, vous le savez sûrement mieux que moi, les violences, les violences physiques et sexuelles augmentent quand même. Il faut regarder les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur. C'est en augmentation. Alors, pendant longtemps, il y avait les chiffres des plaintes uniquement et on disait oui, mais c'est peut-être, enfin, c'est parce que les fonctionnaires de police sont mieux formés à recevoir les plaintes, les gens verbalisent mieux. Ceci dit, dans les enquêtes de victimation, il y a plus de violences sexuelles et physiques qui sont déclarées, notamment chez les jeunes. Donc, c'est pas uniquement les plaintes, c'est certainement que derrière, il y a plus de violences. Donc, voilà. Nous, on s'est quand même beaucoup posé la question sur est-ce que l'entrée dans la sexualité se fait pas de façon différente dans cette génération-là que dans les précédentes, avec quelque chose, peut-être une part des femmes plus objectifiées, ce qui renvoie à l'exposition au porno des jeunes garçons et des jeunes filles aussi, donc une minorité des jeunes femmes qui rentreraient dans la sexualité de façon beaucoup moins sereine, on pourrait dire. Et il y a aussi une autre hypothèse sur la table dont je suis obligé de vous parler, même si elle n'est pas très politiquement correcte, mais c'est une hypothèse, hein, on est d'accord, hein, mais qui a été évoquée plusieurs fois dans les instances où j'ai pu assister. C'est aussi le fait que les jeunes femmes d'aujourd'hui, quelque part, essuient les plâtres du progrès social. Donc on a un progrès social qui dénormalise tout un tas de comportements machistes et misogynes et des entrées dans la sexualité, enfin des comportements, le harcèlement de rue, etc., qui sont dénormalisés. Donc voilà, et donc on est face à une génération qui du coup en souffre là où peut-être les générations de femmes d'avant en souffraient moins parce qu'elles étaient plus résilientes, puisque c'était plus normal. C'est une hypothèse que j'ai entendue. Je ne dis pas que c'est la mienne et que je la partage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sur la table dans le débat, avec du coup une génération qui un peu essuie les plâtres en disant c'est pas normal, avec les phénomènes de MeToo, qui prend conscience que ce qu'elle vit comme agression n'est pas normal et donc qui en souffre, alors qu'avant, comme c'était normal, il y avait un phénomène de blindage. Ça peut s'entendre, mais il y a en tout cas tout un tas d'explications. Et la dernière, quand même, explication très forte, je reviens sur l'histoire des réseaux sociaux, c'est que les jeunes filles utilisent beaucoup plus ces réseaux que les jeunes garçons et que le reste de la population. Elles y mettent aussi plus d'elles-mêmes, plus de leur estime d'elles-mêmes et il y a une part de leur psyché qui est sur le réseau. Et c'est un espace où la victimation peut être permanente. L'exposition à de la victimation, tant qu'on ne débranche pas, peut être permanente, notamment au harcèlement, à l'agression, les dick pics, le revenge porn. Enfin, il y a tout un tas de moyens d'agresser des gens en ligne. Et bah, plus on utilise cet outil, plus on s'expose à des victimations, particulièrement quand on est des proies de sexisme et de harcèlement, ce qui est le cas des jeunes filles. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais j'ai l'impression que votre question était plus sur un débat, et donc voilà les éléments que je peux mettre dans ce débat. Merci beaucoup, oui, c'est vraiment intéressant, puis ça fait écho. Je vous invite à la revoir aussi à la conférence qu'on a pu faire avec Pauline Ferrari sur le masculinisme, et puis on va aussi travailler sur la question du sexisme et du numérique en juin à Sens. Euh, Peut-être je vous propose d'arrêter là. Je vois Nadège Fauvet qui a baissé sa main, donc elle a eu les réponses à ces questions. Il est 17h08, on a un petit peu dépassé, donc voilà, je vous remercie toutes et tous, et puis je vous remercie Monsieur Azo pour bah, tous ces éléments qui étaient vraiment intéressants. Et donc la conférence, on pourra la revoir en replay, et avec Monsieur Azo, on vous adresse les éléments statistiques d'ici quelques jours. Je Merci vous encore de remercie. votre invitation. N'hésitez pas à m'écrire si besoin. Au revoir. Merci. Au revoir.